L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui aurait pu être un simple fait divers. Une prise d'otage impliquant 136 enfants et leurs enseignants aurait dû se conclure par une véritable tragédie. Pourtant, l'école élémentaire de Cockville aux États-Unis deviendra le théâtre d'un incroyable dénouement, un véritable miracle sur lequel je vous propose de revenir. Nous sommes le 16 mai 1986 à Cockville, une petite ville américaine de moins de 1000 habitants située dans le Wyoming. Ce jour-là, en début d'après-midi, David Young, un ancien officier de police de la ville, licencié pour mauvaise conduite, et Doris, son épouse, pénètrent dans l'école élémentaire de Cockville, armés d'un attirail meurtrier. 4 fusils, 9 armes de poing et une bombe artisanale composent l'arsenal dont ils disposent pour ce qui est une réelle prise d'otage. Sitôt entré dans l'établissement, David Young déclare d'une voix forte : « Ceci est une révolution, cette école est prise en otage. N'appuyez sur aucune alarme, ne répondez à aucun téléphone et n'appelez pas pour demander de l'aide. J'ai des fusils et ceci est une bombe. Vous et moi sommes seulement à 1 centimètre de la mort. » Il remet également aux personnes présentes un document dans lequel il révèle les contours de sa folle entreprise et son souhait de voir la société changer radicalement pour laisser place à un monde nouveau. Le couple Young, qui prévoit de faire exploser la bombe, exige une rançon et envisage même d'emmener les enfants avec lui afin d'en faire ses disciples. Doris Young fait alors le tour des salles de classe et invite les instituteurs et leurs élèves à se rendre en salle 2, prétextant une situation d'urgence. Plus de 150 personnes, dont 136 enfants, se retrouvent rapidement dans la petite pièce où chaque adulte se voit remettre le manifeste de David Young, manifeste intitulé Zero equals Infinity, et qu'il a par ailleurs pris soin d'envoyer aux autorités et à la presse avant de mettre son plan à exécution. Le piège est désormais en place. David Young se tient au centre de la pièce à côté de son arsenal. Une corde relie son poignet à un panier qui s'avère être une bombe, qu'il menace de faire exploser à tout instant. Il exige une rançon exorbitante de 2 millions de dollars par otage, et une entrevue avec le président Ronald Reagan. Il donne ensuite l'autorisation au personnel scolaire d'aller chercher de quoi distraire les enfants. En pleurs pour certains, en proie à des maux de tête pour d'autres, en raison de l'odeur d'essence dégagée par la bombe conçue par Young. Doris Young tente même de les rassurer, en comparant cette expérience à un film d'aventure, et en leur assurant qu'ils deviendraient célèbres. Enseignants et élèves entament ensuite un chant, en l'honneur de Jeremiah Moore, qui fête son 7e anniversaire. Chant repris par ailleurs par nos 2 preneurs d'otages, sans toutefois réussir à faire retomber l'immense pression qui règne alors dans la pièce. David Young, stressé par les enfants trop proches de lui à son goût, ordonne aux enseignants de pousser chaises et tables, puis de tracer un carré au sol autour de la bombe, avant de déclarer « Traversez cette ligne de la mort, et je commencerai à tirer sur les adultes. Je tirerai sur tout le monde si je dois le faire. » Tentant par tous les moyens de rassurer les enfants, les instituteurs les font s'asseoir en cercle et réciter des prières. L'un d'eux déclara par la suite : « Les enfants étaient assis en rond, et comme je regardais vers eux, je pouvais les voir en train de réciter une prière. Et ils étaient tous en train de le faire, c'était incroyable pour moi. » Aux alentours de 15h45, David Young, ne supportant plus les pleurs et prières des enfants, confie le cordon attaché à son poignet à sa femme et quitte la salle. C'est alors que notre histoire prend une tournure incroyable. Traversant le plafond et planant dans les airs, des êtres lumineux apparaissent et se dirigent vers les enfants. Ces êtres leur expliquent que la bombe est sur le point d'exploser et leur demandent de se diriger vers les fenêtres. Les enfants se lèvent alors, les uns après les autres, et se rapprochent des fenêtres. Voici le témoignage rapporté par Nathan, un élève présent sur les lieux. « Je m'étais assis dans la classe et je m'amusais avec un jouet quand quelque chose m'a fait me lever. C'est quand j'ai vu les anges. Ils étaient brillants, avec de longues robes blanches fluides. Certains se tenaient la main. Ils ont glissé à travers le plafond et sont restés suspendus dans les airs pendant 1 seconde. Je me sentais totalement en sécurité. Tout le monde semblait avoir un ange. Ils sont descendus à côté de nous. Mon ange était une belle femme lumineuse. C'était presque comme si elle avait atterri sur mon épaule. Elle m'a dit : « Tu ne dois pas avoir peur, Nathan. Lève-toi et va vers la fenêtre. La bombe va exploser. » J'ai simplement fait ce qu'elle m'avait dit, et d'autres enfants ont commencé à faire la même chose.
Prise de court par la situation, Doris Young ordonne aux enfants de se rasseoir. Mais gesticulant et oubliant le cordon fixé à son poignet, elle actionne sans le vouloir la bombe artisanale qui la projette telle une torche enflammée à travers la pièce, projetant par là même les enfants contre les murs et remplissant la salle d'une fumée noire et épaisse. Les adultes présents sur place profitaient alors de la situation pour aider les enfants à sortir. Les témoignages relatifs à cette évacuation amènent eux aussi de nombreuses questions. Si nombre d'enfants se rappellent parfaitement avoir rejoint l'extérieur par leurs propres moyens, d'autres en revanche font des déclarations surprenantes. D'après le Billings Gazette, Jenny Johnson se souvient par exemple qu'elle a rampé jusqu'à un couloir reliant sa classe à l'autre avant de s'évanouir. Elle se remémore ensuite son grand-père qui l'étreignait, puis quelqu'un qui l'aurait porté, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Alors que les enfants étaient pris en charge par leur famille, par les forces de l'ordre et les secours présents à l'extérieur du bâtiment, à l'intérieur de celui-ci, David Young, alerté par l'explosion, retourne dans la salle de classe, où il tire dans le dos de John Miller, un professeur de musique qui s'enfuyait. Il y découvre sa femme agonisante et abrège ses souffrances à l'aide d'une arme à feu qu'il utilise ensuite pour mettre fin à ses jours. Dehors, les enfants ne tardent pas à partager ce qu'ils ont vu avec leurs proches. Des anges qui planaient au-dessus d'eux et les auraient sauvés. Certains élèves rapportent la présence d'un grand ange qui les protégeait de ses ailes déployées. D'autres parlent d'une belle dame qui leur était apparue, ou de défunts parents qui les avaient guidés. Quelques-uns expliquent que juste avant l'explosion, les anges s'étaient rassemblés en leur souriant autour de la bombe, en se tenant en ronde par la main. Surpris et sceptiques dans un premier temps, les personnes présentes ce jour-là ne tardent pas à revoir leur position devant la multitude des témoignages rapportés et la troublante similitude entre ceux-ci, renforçant un peu plus l'idée qu'un véritable miracle s'était peut-être produit ce jour-là à Cookeville. Cette prise d'otage aurait dû se conclure par un véritable massacre, la bombe analysée ultérieurement révélant la grande sophistication avec laquelle elle avait été élaborée et son fort potentiel destructeur. L'explosion, qui aurait dû se propager vers l'extérieur en une immense boule de feu, a été miraculeusement canalisée vers le haut, épargnant ainsi les otages et provoquant la plus totale incompréhension des experts. À l'exception de David et Doris Young, tous deux morts dans ce triste épisode, aucune victime sérieuse ne sera déplorée. Les otages ne souffraient que de brûlures légères et John Miller, l'homme qui a reçu une balle dans le dos, se remettra lui aussi rapidement de sa blessure. Voici par ailleurs une autre information à rajouter à ce dossier. Les clichés qui furent pris par la presse une fois la salle numéro 2 rendue accessible. Une étrange trace sur le mur, juste derrière l'endroit où la bombe a explosé, semble apporter un peu plus de crédit au témoignage des enfants. Certains y voient une forme humanoïde qui semble pourvue d'ailes se dessiner sur le mur. Dernier point, et pas des moindres, lorsque des années plus tard, Jenny Johnson et sa grand-mère regardent un album photo. La jeune fille s'attarde sur la photo d'une femme qu'elle ne connaissait pas. « Voilà la dame, dit-elle alors. C'est elle qui était avec moi. » Quelle ne fut pas la surprise de sa grand-mère qui lui expliqua qu'elle ne pouvait pas l'avoir connue. Cette femme était sa propre tante. Elle était morte bien avant sa naissance. Tout laisse à penser dans cette histoire qu'une force étrangère à notre rationalité est entrée en action pour empêcher l'irréparable, le meurtre de plusieurs dizaines d'enfants. Que s'est-il réellement passé ce 16 mai 1986 à Cookeville? Des anges sont-ils vraiment intervenus pour sauver toutes ces vies? Il vous appartient de vous faire votre propre idée. Une photographie prise en 1941 à la réouverture d'un pont canadien est devenue virale au cours des dernières années. Pourquoi ? Parce que cette photo montre un homme mystérieux, vêtu d'une manière qui semble trop moderne pour l'époque. Était-il un voyageur du temps ? Cette photo a été présentée la première fois en 2004 au musée Bralorne Pioneer en Colombie-Britannique. L'identité du photographe n'est pas connue, mais on peut supposer au vu de l'événement que cette photo a été prise par un journaliste. Au dos de la photo apparaît une note manuscrite indiquant qu'elle a été prise en 1941 lors de la réouverture du pont South Fork après une inondation ayant eu lieu en novembre 1940.
Lorsque cette photo a été numérisée en 2010 et postée sur internet, beaucoup de personnes ont remarqué cet étrange personnage à la tenue très décalée. Voici les remarques du public. Les lunettes de soleil ont l'air très récentes. Le t-shirt avec son gros logo ressemble à un imprimé moderne. L'appareil photo semble trop petit par rapport au modèle de l'époque. Cet homme détonne avec le public qui se trouve autour de lui de par son physique, mais aussi son attitude très, voire trop décontractée. Donc la question qui s'est posée est, cette personne est-elle un time traveler, un voyageur du temps venu du futur pour capturer en images et rapporter un témoignage on ne peut plus direct de notre passé ? Avant d'aller plus loin, essayons de nettoyer un peu le terrain. Tout d'abord, cette photo est-elle bien réelle ? En effet, beaucoup ont dénoncé le fake bien travaillé concernant cette photo. La réponse, c'est qu'une autre photo de cet événement prise sous un autre angle a été retrouvée. Et par chance, on aperçoit aussi sur cette photo cette mystérieuse personne, et cette fois-ci, on la voit de dos. Il se peut que les deux photos soient fausses, mais si c'est le cas, il faudrait donc féliciter les fraudeurs pour leur excellent et laborieux travail de création. Cependant, en décembre 2010, Evgeny Balamutenko et son collègue de NTV, une chaîne de télévision russe, ont authentifié la photographie originale du musée de Bralorne Pionir comme étant réelle, authentique et non altérée. La photo est donc vraie. Je vais vous emmener voir si l'on peut trouver d'autres failles possibles dans cette histoire. Commençons par le t-shirt. En effet, ce dernier comporte une impression large qui ressemble à ce que l'on peut trouver de nos jours dans n'importe quelle boutique. Cependant, en cherchant bien, on trouve ces photos de l'équipe de hockey des Maroons de Montréal, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey au Canada entre 1924 et 1938. Comme vous pouvez le constater, le logo ressemble fortement à celui que l'on peut voir sur l'image. Ce fameux t-shirt d'apparence moderne serait donc un pull d'époque et plus précisément le pull de l'équipe de hockey des Maroons. Pour les lunettes, ça se complique un peu. Tout d'abord, ces lunettes donnent l'impression d'être équipées d'écrans latéraux, mais certains font remarquer que ce que l'on pense être des vitres latérales ne serait en fait que l'ombre portée de lunettes classiques. Vous pouvez constater sur la photo qu'une personne à la droite de l'homme mystère porte des lunettes aux vitres claires et transparentes, mais l'ombre portée est la même. Nous pouvons donc supposer qu'avec des vitres sombres, presque opaques, l'ombre est simplement plus prononcée. Certains débunkers ont fait le rapprochement avec une photo prise dans le film Double Indemnity, Assurance sur la mort, de 1944, où l'on voit l'actrice Barbara Stanwyck portant des lunettes de soleil similaires. Seulement, si on prête attention aux détails, on remarque bien qu'il ne s'agit pas de lunettes avec des vitres latérales, mais bien ici d'une simple ombre portée sur son visage. Pour ma part, je rajouterai en exemple un modèle qui me semble se rapprocher encore davantage des lunettes portées par notre mystérieux personnage. Voyez par vous-même les lunettes que porte Jean-Louis Barrault, l'un des protagonistes du film français L'Ange de la Nuit, réalisé en 1942 et diffusé en 1944. En fouillant un peu plus, j'ai aussi trouvé ces publicités de 1940, où l'on peut voir cette paire de lunettes d'aviateur de la marque Optics très ressemblante, ainsi que des lunettes de soleil de la marque Blinkers. Sur ces deux modèles, on peut constater que ce design existait bel et bien à cette époque. Et pour aller plus loin, sachez que le style des lunettes aviateurs ou lunettes montagnards est apparu dès 1920. Et enfin, voyons ce qu'il en est concernant l'appareil photo. S'il est difficile de définir le modèle exact, il n'en reste pas moins que la probabilité est forte qu'il s'agisse de l'un des nombreux modèles d'appareils photo Kodak. Cette marque avait en effet produit plusieurs modèles de poche dans cette période et certains, comme le Volenda, datant pourtant de 1932, pourraient très bien correspondre. Comme vous pouvez le constater, entre 1932 et 1941, Kodak n'a cessé d'améliorer ses modèles afin de les rendre encore plus pratiques, légers et accessibles. En résumé, la photo n'est pas un canular ou un fake, mais il faut garder en mémoire que nous parlons ici des années 40 et non du 19e siècle. Donc oui, des lunettes de soleil avec des designs variés, des sweatshirts avec des logos imposants ou encore des appareils photo maniables et portatifs existaient déjà en nombre à cette époque. Si les éléments que je vous ai présentés ici tendent à démontrer que la légende créée autour de ce cliché n'est pas étayée, ne rejetons toutefois pas trop vite l'hypothèse des voyageurs temporels. D'autres documents photographiques disponibles sur la toile suscitent eux aussi de nombreux questionnements. Et parmi eux se trouve peut-être la preuve que des hommes venus du futur traversent le temps comme nous traversons l'espace. Chaque cas mérite que l'on s'y attarde, et lorsque cela est possible, que l'on analyse objectivement les éléments qu'il dévoile pour séparer le vrai du faux, l'imaginaire du factuel, la légende de la réalité.
L'histoire que je partage avec vous aujourd'hui concerne l'un des monuments les plus célèbres et les plus emblématiques de France, la cathédrale Notre-Dame, située sur l'île de la Cité, à Paris. Cet édifice gothique dont la construction titanesque débuta en 1163 est la source d'innombrables légendes. C'est justement l'une d'entre elles que je vais vous raconter. Nous sommes au début du XIVe siècle, lorsqu'on passe commande auprès d'un apprenti serrurier dénommé Biscornet pour la confection de ferronneries, aussi appelées pentures, destinées aux deux portes latérales de la cathédrale. Jeune et ambitieux, Biscornet, qui erre depuis déjà quelque temps sur le chantier, en quête de besogne, voilà l'occasion de faire ses preuves et relève le défi. Il se met aussitôt à l'ouvrage et se met en tête de réaliser une œuvre d'une finesse inégalée. Le labeur est ardu, et notre ferronnier s'aperçoit rapidement que l'avancement de son ouvrage est freiné par la taille restreinte de sa forge. Le travail dans son atelier avance péniblement, et Biscornet est vite rattrapé par la réalité. Son atelier est inadapté, et ses compétences d'apprenti ne lui permettront pas d'achever comme il l'entend le chef-d'œuvre qu'il s'est promis de réaliser. Lui vient alors une sombre idée. Dans cette époque où le diable revient sans cesse dans les discussions, Biscornet décide de faire appel au service du malin, qui se présente à lui dans une odeur de soufre. Sitôt, un pacte est conclu. Satan s'engage à ce que l'œuvre imaginée devienne réalité, en échange, comme toujours dans pareille situation, de l'âme du malheureux qui ose recourir à son aide. L'âtre de la forge se met à rougeoyer d'une chaleur intense, comme alimenté des flammes de l'enfer lui-même. Au matin, Biscornet, comme tombé en syncope, se réveille la tête lourde et douloureuse. Seulement voilà, c'est avec stupéfaction qu'il découvre ces ferronneries achevées, dotées d'une qualité de finition presque irréelle. Bien qu'il ne garde qu'un souvenir brumeux de la nuit passée, ne sachant pas exactement quel rôle il a joué dans tout ça, cet ouvrage d'une finesse rare provoque la satisfaction, pour ne pas dire l'admiration, de ses commanditaires et de ses pairs. Voici d'ailleurs ce que dit l'historien Henri Sauval au sujet de ces ferronneries dans son livre « Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris », paru en 1724. Ces portes sont admirées par tout ce qu'il y a de serrurier. Le bas est tout couvert de bouillon et de revers de feuilles tournées et travaillées avec étonnement, tant pour la grandeur que pour la beauté de l'ouvrage. D'autant plus que ceux du métier n'ont pu connaître sa fabrique, car les uns croient que c'est du fer moulé qu'ils appellent fer de barreau, d'autres disent qu'il est fondu et limé, d'autres encore prétendent qu'il est battu au marteau. Ce qui est certain, c'est que le secret fut perdu par la mort de Biscornet, qui avait si peur qu'on ne le lui dérobât que personne, à ce qu'on dit, ne l'a vu travailler. Biscornet, persuadé d'être l'auteur de cette œuvre, est promu maître serrurier. Cependant, il advient dans cette histoire une nouvelle curiosité. Quand, après la pose des pentures sur les portes de Notre-Dame, celle-ci, bien que parfaitement installée et huilée, refuse de s'ouvrir. Il faudra alors asperger d'eau bénite les vantaux pour que le problème soit enfin résolu. Il n'en fallait pas plus pour nourrir la légende et voir revenir sur le devant de la scène celui à qui Biscornet avait cédé son âme. D'ailleurs, la suite fut nettement moins complaisante pour notre désormais maître serrurier. Confronté à d'horribles cauchemars et persuadé que le diable viendrait récupérer son dû, il se terre et se fait rare. On le retrouve raide comme un pic et convulsant au pied de son lit avant qu'une mort précoce ne l'emporte. Désormais, une question demeure. Les ferronneries des portes de Notre-Dame de Paris, dont les spécialistes et experts d'aujourd'hui ont encore beaucoup de mal à comprendre comment elles furent réalisées avec les outils et techniques de l'époque, sont-elles l'œuvre d'un artisan de génie ou bien sont-elles le fruit d'un pacte mortifère avec celui que l'on nomme Satan ? Attardons-nous pour conclure sur cet étrange nom, celui du principal protagoniste de cette histoire, Biscornet. Bis, en latin, signifie deux fois, et cornet trouve son origine étymologique dans le mot corne. Autrement dit, notre maître serrurier était celui qui avait deux cornes. N'y a-t-il pas là matière à apporter quelques crédits à l'histoire que je viens de vous raconter ? Ça, c'est à vous d'en décider. C'est dans une librairie de Lanx en Angleterre qu'une remarquable collection de photographies a été déterrée par l'un des conservateurs du Musée national des médias.
Ces photographies ont été prises par un médium controversé nommé William Hope. Il se disait capable de communiquer avec les esprits. Né en 1863 à Crewe en Angleterre, Hope a commencé sa vie professionnelle comme charpentier. Mais en 1905, il s'est intéressé à la photographie spirituelle après avoir capturé l'image supposée d'un fantôme alors qu'il photographiait un ami. En effet, ce jour-là, alors qu'ils se photographiaient l'un l'autre à tour de rôle et après avoir développé les photos, Hope a eu la surprise de voir sur l'une d'entre elles son ami et une forme fantomatique qui n'était autre que la sœur décédée de celui-ci. Hope crut comprendre alors qu'il avait la capacité de photographier les morts. Peu de temps après cette expérience, il décida de mettre ses capacités au service des autres. Il fonda et dirigea un groupe de 6 photographes d'esprit, connus sous le nom de Circle Crew. Au début, le groupe travaillait dans l'ombre et ils avaient pris l'habitude de détruire tous les négatifs par peur d'être accusés de sorcellerie. Cependant, lorsque l'archevêque Thomas Collet, un passionné à la fois de surnaturel et de spiritisme, a rejoint le cercle pour avoir une photo de sa mère décédée, le groupe décida d'exposer ce cas publiquement. Ironie du sort, lors de la création de cette photo, Hope se trompa dans les négatifs et intégra la mauvaise dame à la photo de l'archevêque. Lorsqu'il voulut confesser la supercherie à l'archevêque, ce dernier ne voulut pas croire que la dame sur la photo n'était pas sa mère. Sûr de l'avoir reconnue, il a même publié la photo dans un journal local afin de demander à tous ceux qui avaient connu sa mère s'ils la reconnaissaient également. Pas moins de 18 personnes ont reconnu Madame Collet, attestant ainsi qu'il s'agissait bien du fantôme de la défunte mère de l'archevêque. Suite à cette réussite, la notoriété de William Hope et du Circle Crew était lancée. Après la Seconde Guerre mondiale, la demande de ces services grandit considérablement. Beaucoup de parents en deuil de leurs enfants morts pendant la guerre ont vu en lui l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un instant le visage de leur cher enfant. En 1922, Hope a déménagé à Londres où il s'est imposé comme un professionnel de la communication spirituelle. Le travail du Circle Crew a été étudié à plusieurs reprises. La contre-enquête la plus célèbre aura lieu en février 1922 lorsque la Société pour la recherche psychique, SPR, a envoyé Harry Price, un prestidigitateur et chasseur de fantômes, pour infiltrer le groupe et enquêter sur les travaux de Hope. Price dit avoir pu constater que Hope utilisait des plaques de verre portant des images fantomatiques pour produire ses photographies spirituelles. Plus tard la même année, Price a publié ses conclusions dans le numéro de mai 1922 du Journal of the London SPR sous le titre « Lumière froide sur les phénomènes spirituels » qui établissait l'escroquerie de Hope. Cependant, le doute s'est installé pour savoir si c'était Price qui avait introduit ces plaques falsifiées pour discréditer les travaux de son concurrent ou s'il avait bien trouvé ces plaques sur place. Malgré cela, beaucoup parmi les partisans les plus ardents de Hope ont continué à le soutenir. Le plus célèbre étant Sir Arthur Conan Doyle, qui a écrit The Case for Spirit Photograph, en réponse aux conclusions de fraude de Harry Price et dans lequel il dénonce les méthodes de ce dernier. Lui et les journaux spécialisés dans le spiritisme ont accusé Price de ruse et d'avoir modifié les plaques intentionnellement dans le but de discréditer tout le milieu. Plus de 11 ans après cet incident, la veuve d'un homme qui a travaillé pour Hope a admis dans un article que, après la séance avec Price, son mari a fouillé dans la sacoche de Hope et a trouvé dans une valise une lampe flash, des découpes de têtes photographiques et quelques poils. Malheureusement, ces preuves dévastatrices auraient été supprimées en 1922. Hope a également été soutenu par Sir William Crookes et Sir William Barrett. Beaucoup ont soupçonné qu'ils avaient pourtant été victimes de la supercherie de Hope. Le physicien venait tout juste de perdre sa femme lorsqu'il demanda à Hope de le prendre en photo. Son assistant de l'époque, G. Gardiner, dit dans la biographie de Crookes que le négatif de Lady Crookes, à partir de laquelle la photo de Hope a été reproduite, a montré des signes clairs d'une double exposition, mais que Crookes a préféré l'ignorer. Le révérend Charles Tweedale, qui possédait une maison hantée dans la ville de Otley, dans le Yorkshire, a fait figurer Hope en bonne place dans l'un de ses livres où il arbore la vie après la mort. Dans ses écrits, Tweedale déclare qu'il n'y avait pas de fraude évidente dans la majorité des cas, en prenant pour exemple les nombreuses personnes qui venaient le voir à l'improviste, voire même avec des identités secrètes, et qui ont obtenu des images claires et reconnaissables de leurs défunts. Un de ces cas était celui de Madame Hortense Leverson, qui est venue voir Hope et qui a reçu la photographie psychique de son mari récemment décédé, le Major Leverson. Elle était absolument convaincue que la photographie était légitime. Elle, ainsi que des dizaines, voire des centaines d'autres, ont attesté de l'authenticité des photos de Hope.
Ainsi, et malgré ses nombreux détracteurs, William Hope avait également énormément de soutiens prestigieux qui lui ont permis de continuer à pratiquer jusqu'à sa mort le 7 mars 1933. William Hope avait-il vraiment un don pour photographier les esprits? Sa première photo étrange était-elle déjà le résultat d'une fraude ou était-elle la seule à avoir été authentique? Est-ce que tous les clients de Hope devaient avoir sur eux une photo de leur défunt avant de venir le voir? Et est-ce que Hope se trouvait en possession de ces photos lorsqu'il faisait les développements dans la chambre noire, auquel cas il aurait en effet pu manipuler ces dernières? Cela expliquerait la double exposition tout en annulant l'explication émise par le révérend Charles Tweedale, car alors Hope n'aurait pas eu le besoin de connaître ses clients pour leur apporter une photo de leur défunt. Il lui fallait juste une photo du défunt comme base de travail. Hope était-il plus complexe que nous pouvions le penser? Avait-il parfois de réels résultats? Ou trafiquait-il seulement certaines photos, afin de répondre aux attentes chargées d'espoir et d'émotion de chacun de ses clients? Une chose est sûre, William Hope a laissé derrière lui bon nombre de questions, mais surtout une multitude de mystères. Ses œuvres sont aujourd'hui conservées au National Media Museum de Bradford en Angleterre. Elles laissent à chacun la possibilité de se faire son propre avis. S'il est un navire qui tient une place à part dans l'histoire des légendes maritimes, c'est bien lui, le Hollandais volant. Ce bateau, certainement le plus célèbre des vaisseaux fantômes, se retrouve depuis la fin du XVIIIe siècle au cœur de récits extraordinaires et de témoignages troublants, à la hauteur des peurs qu'il inspire. Mythe pour les uns, réalité pour d'autres, je vous invite à découvrir la légende qui l'entoure. Tout commence au large des côtes sud-africaines, à proximité du cap de Bonne-Espérance, au beau milieu d'une mer violemment agitée. Les membres d'équipage d'un navire pris en pleine tempête exhortent leur capitaine de rejoindre le port le plus proche. Vanderdecken, le capitaine d'origine hollandaise, ne prête aucune attention à leurs suppliques. Pris d'un accès de démence et probablement ivre, il refuse de mettre son bateau et ses hommes à l'abri, et décide de braver les éléments tout en braillant des chansons paillardes et blasphématoires. Soucieux de prendre le contrôle d'un navire et d'une situation devenue chaotique, l'équipage lance alors une mutinerie, rapidement stoppée par Vanderdecken, qui expédie le chef des matelots rebelles par-dessus bord. Sûr de lui et doté d'une arrogance sans borne, le regard levé vers le ciel, il défie alors les éléments d'envoyer son embarcation par le fond. En réponse à cette provocation, une lumière intense viendra percer les nuages pour inonder le pont, en même temps que sera prononcé à l'encontre du capitaine hollandais un châtiment qui les condamne, son navire et lui, à errer sans fin sur les mers déchaînées, tandis que seront frappés par la mort celles et ceux qui du regard croiseraient leur route. Ainsi se conclut la légende du Hollandais volant. Dans son dictionnaire infernal paru en 1844, l'écrivain français Jacques Collin de Plancy reviendra sur cette histoire en ces termes. Les marins de toutes les nations croient à l'existence d'un bâtiment hollandais, dont l'équipage est condamné par la justice divine pour crimes de piraterie et de cruauté abominables, à errer sur les mers jusqu'à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. S'il existe de multiples variantes à cette histoire, dans lesquelles notre capitaine se prénomme tantôt Van Diemen, tantôt Van Straten, d'autres encore où son équipage l'aurait trahi et exécuté, la thématique des marins maudits revient dans chaque version, de même que l'origine batave de notre protagoniste. Ces récits, me direz-vous, ne pourraient être que mythes et légendes, des histoires partagées entre marins de génération en génération et destinées à exorciser des peurs bien légitimes, face à l'incommensurable inconnu des océans et à la dangerosité de la vie de matelot. Certains d'entre vous évoqueront même des hallucinations maritimes, également appelées mirages froids ou supérieurs, phénomène bien connu résultant de la réfraction atmosphérique. Des illusions d'optique provoquées par le reflet des navires dans l'eau, et vous aurez peut-être raison. Une chose est certaine, cette légende aura inspiré de nombreux créateurs, l'ancrant ainsi un peu plus dans la culture populaire. Elle sera reprise et déclinée dans d'innombrables et très diverses œuvres, parmi lesquelles un poème de Victor Hugo, extrait du recueil La légende des siècles, l'opéra Le Hollandais volant, composé par Richard Wagner en 1843, le roman Les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe, publié en 1838,
le film Pandora, réalisé par Albert Lewin en 1951, la célèbre saga Pirates des Caraïbes, ou encore des dessins animés tels que One Piece, Picsou et Bob l'éponge, pour ne citer que. Au final, notre navire fantôme ne serait-il qu'une fiction, une légende réécrite et enrichie au fur et à mesure qu'elle se transmettait de récit en récit? Tout cela serait fort probable si la légende du Hollandais volant n'était pas accompagnée de rapports d'observation attestés. Et c'est bien là que notre histoire acquiert un peu plus de consistance. Elle s'appuie sur d'authentiques témoignages de navigateurs, dont voici un petit florilège. Le plus célèbre d'entre eux est celui du roi George V, de son frère le prince Albert Victor et de leur équipage qui, en 1881, témoignèrent avoir aperçu le vaisseau fantôme dans les eaux australiennes. Voici le compte-rendu de cette observation. 11 juin 1881. À 4 heures ce matin, un vaisseau fantôme nous a coupé la route. Il baignait dans une étrange lumière rouge. Lorsqu'il s'approcha à 180 mètres de nous par bâbord de vent, on distingua clairement la mâture et les voiles d'un brick. Plusieurs marins témoignèrent de la proximité du vaisseau. La vigie du gaillard d'avant, l'officier qui était de garde sur le pont, ainsi qu'un midshipman du gaillard d'arrière, tous le virent très clairement. Pourtant, lorsque le midshipman arriva sur le gaillard d'avant, le vaisseau mystérieux avait disparu, bien que la nuit ait été claire et la mer d'huile. 13 personnes en tout l'aperçurent, mais il est impossible d'affirmer qu'il s'agissait bien du vaisseau fantôme de Van Diemen. Le Tourmaline et le Cléopatra, qui nous suivaient par tribord, envoyèrent des messages pour savoir si nous avions aperçu l'étrange lumière rouge. À 10h45, le marin qui le premier avait aperçu le vaisseau fantôme tomba du sommet du mât de perroquet et se brisa les os. À 16h45, après la prise de quart, nous avons mis en panne et avons immergé notre marin. C'était l'un des meilleures manœuvres du navire, et sa mort tragique nous a tous bouleversés. L'épilogue de ce récit nous ramène ainsi à la malédiction du Hollandais volant qui prophétise la mort des malheureux croisant sa route. D'autres témoignages affluent au cours des 19e et 20e siècles. Karl Dönitz, commandant en chef nazi de la flotte allemande, raconte avoir aperçu le vaisseau fantôme à l'est de Suez. Il aurait déclaré préférer 100 fois affronter toutes les flottes alliées réunies plutôt que de revivre cette expérience. Un autre récit datant de 1835 et mettant en scène les membres de l'équipage d'un navire britannique relate qu'un jour de tempête, ils ont vu un navire s'approcher du leur, jusqu'à presque le toucher avant de disparaître. Le Hollandais volant aurait même été aperçu par une douzaine de baigneurs en 1939 sur la plage sud-africaine de Glencairn Beach, au sud-est du Cap. Ils décrivent un navire, toute voile gonflée, traversant les eaux à vive allure, sur une mer pourtant calme et sans brise. Si notre vaisseau fantôme n'est qu'un mythe, une simple création littéraire, comment expliquer qu'il ait été observé de si nombreuses fois? Aussi surprenant que cela puisse paraître, des dizaines, pour ne pas dire des centaines de bateaux abandonnés, voguent sur les océans, croisant la route de témoins au gré de leurs divagations. J'évoquerai parmi les plus célèbres le Marie Céleste, mystérieusement abandonné par son équipage en 1872 au large du Portugal. Le SS Valencia, un navire à vapeur coulé au large de Vancouver en 1906 et dont l'un des canaux de sauvetage aurait été aperçu dérivant durant de nombreuses années. Citons également le Marlborough, un voilier écossais en partance pour la Nouvelle-Zélande, qui disparut sans laisser de traces en 1890. Il aurait été retrouvé par un navire anglais 23 ans plus tard, recouvert de moisissures, son pont jonché des cadavres de l'équipage. En définitive, le Hollandais volant ne serait-il pas, à l'image des exemples cités, qu'un simple navire laissé à la dérive et autour duquel se serait construit le mythe d'un vaisseau fantôme? Cette légende ne serait-elle que l'expression, la compilation romancée de nos peurs, de nos hallucinations ou encore de nos rencontres fortuites avec ces épaves? Au contraire, ne pourrait-on pas voir dans ce récit l'écho d'une réalité insaisissable, qui nous dépasse et nous fascine en même temps? Ça, c'est à vous d'en décider. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la surprenante et mystérieuse histoire de Robert Duncan O'Finioan,
un ancien membre de l'armée secrète des super soldats américains. Un guerrier manipulé, programmé et contrôlé depuis qu'il a intégré un projet classé hautement secret, nommé le projet Talent. Son groupe initial était composé de 1000 enfants entraînés à devenir des enfants guerriers. Aujourd'hui, ce groupe ne compterait plus qu'une vingtaine de personnes toujours en vie. Ce groupe est tellement secret que ceux qui y participent ne savent même pas consciemment qu'ils en font partie. Quoi? On peut être un soldat ultime sans même le savoir? Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. J'ai une idée pour faire remonter les souvenirs. Faites très attention. Pour Duncan, c'est un banal accident de voiture qui dévoila un implant crânien découvert lors d'un scanner cérébral. Cet implant ayant été détruit par le scanner, il a commencé à retrouver des morceaux de sa mémoire et à recomposer le puzzle de sa vie. C'est alors qu'il a raconté son histoire pour la première fois lors d'une interview accordée à Kerry Cassidy et Bill Ryan du projet Camelot. En voici un résumé. Tout a commencé en 1966, il avait 6 ans. Ses parents l'ont emmené dans une boutique de bricolage qu'il connaissait bien, mais ce jour-là, il est entré dans une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il s'est retrouvé là avec 6 ou 7 autres enfants de son âge. Une dame est arrivée et les a soumis à un test. Elle leur a demandé de réaliser une image avec les pièces d'un puzzle. Pendant ce temps-là, il voyait ses parents en train de signer des documents. Il a réalisé ce qu'il pensait être une bonne image et l'a montré. La dame a alors déclaré avec un sourire « On en tient un ». On lui a donné une boisson, il l'a bu. Il se souvient alors avoir ressenti une sensation de somnolence, et c'est tout. Son souvenir suivant était à 9 ans et demi, soit 3 ans et demi plus tard. Sa vie a été depuis entrecoupée de blancs, comme entre ses 14 et ses 18 ans. Il pense qu'il a été choisi parce que ce que l'organisation secrète voulait, ce sont des personnes à moitié amérindiennes et celtiques, ces deux peuples étant les plus prédisposés génétiquement à posséder des capacités paranormales ou psychiques, mais aussi parce qu'il est le fils d'un agent de la CIA. Dans son interview, il raconte donc cette étrange sélection, mais aussi la torture et l'entraînement brutal qu'il a subi et que des enfants subiraient encore à ce jour. Il explique aussi que ses capacités psychiques se sont développées au point de pouvoir balancer quelqu'un de l'autre côté de la pièce avec son esprit et même de traverser les murs. Quant à ses capacités physiques, elles lui permettent de donner des coups de pied qui peuvent atteindre 190 km/h et sa puissance de frappe atteint les 880 kg. Bon, voyons voir de quoi je suis capable. La réalité peut parfois être surprenante. La réalité, ça pique. La réalité de Duncan n'a absolument rien à envier aux films de science-fiction, films qu'il s'interdit de voir car il se sent toujours extrêmement mal à l'aise. Il a peur que cela réveille le dangereux meurtrier qui sommeille en lui. En effet, la partie la plus inquiétante de son histoire reste pour lui son rôle d'assassin programmé, ciblant des Américains sur ordre d'une agence non révélée. Il explique avoir compris que le signal était donné par un simple coup de téléphone où à la suite de cet appel, il pouvait se retrouver à l'autre bout du monde en pleine mission secrète et effectuer les pires crimes possibles avant de rentrer chez lui et de se réveiller sans avoir aucun souvenir des atrocités qu'il a pu commettre. Il a d'ailleurs le souvenir qu'un jour, sa mission fut d'exécuter le futur président des États-Unis, ivre dans un bar, George W. Bush, alors âgé d'une vingtaine d'années. Mais, le dernier signal n'étant jamais arrivé, il retourna simplement chez lui. Duncan n'a pas fourni de preuves matérielles de ses affirmations, et la question de savoir s'il dit la vérité ou pas ne peut donc pas être tranchée. Mais il faut savoir qu'à l'origine des arts martiaux asiatiques, il existe le concept de Chi. Il peut être compris comme l'énergie vitale fondamentale de l'univers. La maîtrise, ou plutôt l'union avec le Chi, permet d'accomplir des actes que l'on peut qualifier d'exploits. Les limites du Chi sont inconnues, mais cela montre que l'homme peut développer des facultés non ordinaires. Le projet Talent se serait donc servi entre autres de ce savoir pour créer les guerriers ultimes. De jeunes enfants élevés et torturés pour devenir la machine de combat parfaite, réunissant la supériorité physique et les capacités mentales extraordinaires d'un espion psychique. Une question se pose. Savez-vous vraiment qui vous êtes ? Très inquiétante et troublante énigme que cette question.
J'espère que cette histoire aura éveillé votre curiosité et je vous dis... Oui? Ok, c'est noté. Aucun témoin ne sera toléré. On va s'intéresser aux cartes anciennes mystérieuses. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours cherché à représenter son environnement géographique sur différents supports. Et ces cartes ont sans cesse évolué grâce aux explorateurs et aux découvertes des scientifiques. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, en 1929, une découverte remet complètement en question cette avancée chronologique du savoir géographique. En effet, une carte incomplète dessinée sur une peau de gazelle en 1513... Oh non! Ouais, c'est vrai, une peau de gazelle, c'est pas top, mais bon, il faisait avec les moyens du bord à l'époque. Donc, cette carte a été retrouvée sur une étagère du musée d'Istanbul. Cette carte était signée Piri Reis, de son vrai nom Piri Ibn Haji Mehmed, ou plus communément appelé à l'époque, l'amiral Reis, qui était d'origine turque. Dans les notes qui accompagnent le document, il affirme qu'il n'est pas responsable du relevé de la cartographie d'origine. Son rôle a été celui d'un compilateur et d'un copiste. Certaines cartes dont il s'est inspiré remonteraient d'après lui au IVe siècle avant Jésus-Christ, voire même avant. Et il ne connaissait pas l'identité de ces anciens cartographes, forcément. Et d'après de nombreuses études, il semblerait que cette carte soit hors du temps. D'abord, elle représente l'Amérique du Sud et l'Afrique sur des longitudes relatives correctes. Cette exactitude est pourtant impossible au XVIe siècle, car selon les historiens, la notion même de calcul de la longitude y était inconnue. Pourtant, la carte intègre des notions scientifiques et géographiques très élevées. Par exemple, les Andes sont représentées alors qu'elles ne sont pas censées être connues. Et l'Amérique du Sud est reliée à l'Antarctique par un isthme qui a disparu il y a 10 000 ans. Un autre point étrange va déconcerter encore plus les historiens. Cette carte représente aussi l'Antarctique et des îles qui composent le Groenland avec précision alors qu'ils n'ont été découverts officiellement qu'en 1818. Personne n'était donc censé connaître ce lieu en 1513. Entre nous, je trouve cette histoire plutôt louche. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur place soi-même pour vérifier si apparemment on peut aller en Antarctique aussi facilement qu'on va chez le boulanger. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette carte représente en plus l'Antarctique dépourvue de glace. T'es sérieuse? Pas de glace? Oui, très sérieuse. Je reviens. Des chercheurs ont d'ailleurs découvert dans les années 50 que la Terre sous la masse de glace de l'Antarctique ressemble exactement à ce que montre la carte de Piri Reis. Or, même s'il existe encore quelques scientifiques qui continuent de prétendre que la calotte entière est vieille de plusieurs millions d'années, d'autres admettent la possibilité que cette partie de l'Antarctique ait pu être dégagée de ses glaces pendant environ 9000 ans, et ce, il y a au moins 8000 ans. Ça y est, c'est bon, je suis prête. Expédition Antarctique, me voilà. Non, le relief était visible il y a 8000 ans. Là, il risque tout de même de faire un petit peu froid. Ça voudrait dire que les collectes d'informations qui ont permis d'élaborer cette carte doivent dater d'avant la dernière période glaciaire, soit il y a plusieurs milliers d'années. En résumé, comment est-il possible que cette carte comporte autant d'éléments à une époque où la science de la cartographie n'en était qu'à ses débuts? Et comment se fait-il que cette carte soit aussi précise que nos cartes obtenues aujourd'hui par satellite? Vous comprenez maintenant pourquoi je tenais tant à vous parler de la carte de Piri Reis. Cette carte n'est toutefois pas la seule, comme je vous l'avais dit en début d'émission. Il y en a de nombreuses. Et je vous invite à pousser vos recherches en allant regarder du côté de la carte de Mercator, la carte de Zéno, la carte d'Orance Finet ou la carte de Ptolémée. L'énigme des cartes mystérieuses reste entière et elle a de quoi nous faire perdre le nord.